Chapitre 15. La fureur des 3 crabes. Partie 1. Encadré par les 2 jumeaux crabes, Hector et Rascus, Lucius ne prenait pas encore part au combat. Tous les 3 rendus invisibles par un sortilège de désillusion, ils flottaient une dizaine de mètres au-dessus du sol, perchés sur leurs balais respectifs. Ils survolaient l'arrière du pensionnat Wimbley, où ils avaient vu Eleanor et son frère disparaître. En dessous d'eux, les combattants étaient moins nombreux. Seuls quelques aurores s'étaient postés là pour repousser les éventuels mange-morts qui auraient réussi à franchir les premières lignes. Certains surveillaient le ciel avec attention, aux aguets. D'autres dressaient des sortilèges de protection supplémentaires autour des murs du pensionnat. Il fallait progresser doucement, car un mouvement trop brusque pouvait générer un miroitement visible par les aurores et les faire repérer. Lucius parcourait anxieusement le terrain des yeux. Il sentait de grosses gouttes de sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il fallait qu'il trouve Eleanor Wimbley et qu'il la tue. Il n'avait pas le choix. Sinon, il subirait le châtiment du Seigneur des Ténèbres. Et pourtant, à cet instant, Lucius redoutait encore davantage d'apercevoir sa cible. Ses mains moites se crispèrent sur son balai. Il venait de reconnaître la tenue violette, la peau noire et les cheveux crépus d'Eleanor Wimbley. Elle était là, en partie dissimulée par les tentagriffes, accroupie à côté de son frère recroquevillé sur le sol, qui plaquait ses mains sur ses oreilles en gémissant. « Je la vois, » murmura Lucius à contre-cœur. Là, en bas, près des tentagriffes, avec son frère. Les 2 jumeaux crabes ne réagirent pas avec l'enthousiasme attendu. Depuis leur départ du manoir, Lucius avait la désagréable impression qu'ils échangeaient des regards entendus derrière son dos. Ils se rapprochèrent discrètement, tous les 3 alignés. Entendant l'oreille, ils distinguaient les mots qu'Eleanor prononçait, d'une voix étrangement calme et assurée. « Eric, viens par là, mon ange. Ne t'en fais pas. Nous allons nous mettre à l'abri, en bas. Nous allons nous cacher. Et tout ira bien. »« Vas-y, Lucius !» siffla Hector Crabbe. « Fais-le, ou bien je m'en charge moi-même. » Lucius ne le voyait pas, mais il sentait sa présence menaçante à côté de lui, et pouvait très bien imaginer sa baguette tendue vers leur cible. Crabbe l'aurait tué sans hésiter, c'était tout à fait certain. Oui, bredouilla Lucius en levant sa baguette. Sa main tremblait terriblement. Il ne parvenait pas à expliquer ni la peur qui lui tenaillait le ventre, ni la réticence qu'il éprouvait à l'idée de commettre ce crime. Il détestait cette femme, du plus profond de son être. Son père avait toujours souhaité sa perte, et tout ce que son père souhaitait, Lucius le souhaitait aussi. Et maintenant, elle était à sa merci, sans défense. Il suffisait de prononcer le sort. 2 petits mots et tout serait terminé. Il aurait gagné la confiance de Lord Voldemort et du même coup, la fierté de son père. Il lui suffisait d'ouvrir la bouche et il obtiendrait ce dont il rêvait depuis toujours. Et pourtant, cette épreuve lui semblait insurmontable. « Hé !» L'un des crabes venait de le bousculer violemment. Il avait bien failli en lâcher sa baguette. « À quoi vous jouez, nom de nom ?»« Hector, reviens !» siffla la voix furieuse de Rascus Crabbe. En regardant au loin, Lucius comprit ce qui avait provoqué ce brusque changement d'attitude. À une 50aine de mètres d'eux, là où la bataille faisait rage, on pouvait apercevoir un jeune homme blond qui se démenait aux côtés d'Alastor Maugrey et d'Adam Claring. Ted Tonks, évidemment. Hector Crabbe n'avait pas oublié l'humiliation que lui avait infligée Andromeda en rompant leur fiançailles pour s'enfuir avec Ted, se marier avec lui et fonder une famille. Depuis maintenant 2 ans, Crabbe recherchait les Tonks sans relâche, dans l'espoir d'obtenir vengeance. Et en apercevant Ted, il avait décidé de saisir cette occasion tant attendue. « Laisse-le aller », dit Lucius en tâtonnant dans le vide pour retenir Rascus par le bras. « Nous serons bien assez de 2. » Rascus poussa un grognement. Hector s'était déjà éloigné. Il était toujours invisible, mais en observant attentivement le ciel enfumé, on pouvait voir un miroitement étrange se déplacer en direction de Ted et de ses amis.
Un éclair vert surgit du vide et frappa le sol, juste à côté de Ted, le faisant tomber à la renverse. Adam Claring et Alastor Maugrey levèrent leurs baguettes et criblèrent le ciel d'étincelles rouges et bleues. En d'autres circonstances, Lucius aurait été curieux d'observer l'issue de ce combat, mais il parvint à s'en détourner pour se concentrer sur Eleanor Wimbley. En dessous d'eux, une jeune Aurore accourait auprès d'Eleanor et de son frère. « Vous ne devriez pas rester ici, Mrs. Wimbley, » dit la jeune Aurore à toute vitesse. « On pourrait vous attaquer depuis le ciel. Certains assaillants se sont rendus invisibles. Je vais vous aider à emmener votre frère. »« Merci, Meadows. Vous tombez à point nommé, » soupira Eleanor Wimbley. « Viens, Eric, lève-toi. » Les deux femmes relevèrent laborieusement Eric Wimbley, qui ressemblait à un petit enfant terrorisé enfermé dans un corps d'adulte, et l'emmenèrent à toute vitesse vers le pensionnat. Eleanor ouvrit une petite porte et s'y faufila avec son frère, pendant que l'Aurore, prénommée Meadows, resta monter la garde à l'extérieur. « C'est malin, » grommela Rascus Crabbe. « Elle a filé. »« Suivons-les, » décréta Lucius. Ils se rapprochèrent de l'Aurore, toujours invisible. Rascus Crabbe leva sa baguette vers elle. Son geste dut être trop brusque, et la dénommée Meadows dut percevoir un déplacement de fumée dans leur direction, car elle leva vivement sa baguette, et un éclair blanc frappa Rascus Crabbe de plein fouet. Celui-ci tomba lourdement de son balai. Un deuxième éclair lui atteignit l'épaule, et le sortilège de désillusion cessa de faire effet. Rascus Crabbe se redressa, encagoulé et menaçant. Il leva sa baguette à son tour et engagea le duel. « Mes amis !» cria Meadows en ripostant. « Par ici !» Plusieurs aurores se tournèrent vers eux et firent pleuvoir les sortilèges sur Rascus Crabbe, qui se défendait tant bien que mal. Lucius, lui, n'avait pas été repéré et pouvait se déplacer à loisir vers la porte qui donnait sur l'intérieur du pensionnat Wimbley. Son balai se déporta doucement vers le bâtiment et il posa un pied à terre. Ça ne pouvait pas être si facile. Et pourtant, la porte était ouverte, la voie était libre. Dans le couloir, les cris de détresse d'Eric Wimbley le guidaient vers sa cible. Il regarda une dernière fois derrière lui pour constater que tous les aurores se consacraient à neutraliser Crabbe. Personne ne faisait attention à la porte qui s'entrebâillait discrètement. Lucius fit quelques pas hésitants, puis parcourut les couloirs avec l'impression que les murs blancs du pensionnat Wimbley allaient se jeter sur lui. Malgré le vacarme du combat qui grondait au dehors, le bruit de ses pas et les battements de son cœur semblaient résonner en lui avec une force inouïe. Tout en marchant, il s'imaginait ouvrir la porte du bureau, pointer sa baguette sur Eleanor Wimbley. Elle le regarderait, effrayée, et elle comprendrait qu'elle était perdue, avant même qu'il prononce la formule. Le couloir lui sembla soudain familier. Il pivota sur lui-même et constata qu'il était devant la porte du bureau d'Eleanor Wimbley. Lucius reconnaissait le hibou argenté qui brillait dessus, la poignée dissimulée dans la pierre. La dernière fois qu'il l'avait franchie, Eleanor Wimbley se trouvait derrière, en train de glousser à son sujet avec sa propre épouse. Ce jour-là, elle s'était ouvertement moquée de lui. Elle l'avait humilié devant Narcissa. Elle allait maintenant en payer le prix. « Pas si vite, Malfoy !» dit la voix brutale de Rascus Crabbe dans son dos. Lucius ne l'avait pas entendu arriver. Il se retourna et constata que Crabbe portait plusieurs blessures sur le visage et sur le corps. Il ouvrit la bouche pour lui ordonner de rester silencieux, mais les yeux de Rascus Crabbe brillaient d'une lueur inquiétante. Il leva sa baguette et une sensation de chaleur indiqua à Lucius qu'il était redevenu visible aux yeux de tous. Avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste, un énorme poing s'abattit sur sa tempe et il fut projeté en arrière. Sa tête heurta quelque chose de dur et il s'écroula sur le sol. « Dors bien !» ricana Rascus Crabbe quelque part au-dessus de lui. Vera, elle, venait de transplaner aux abords du pensionnat Wimbley. Elle comptait s'approcher discrètement, mais était tombée nez à nez avec deux jeunes hommes qui en soutenaient un troisième, et s'était cachée derrière un arbre pour ne pas être vue. « Oh, Adam !» gémissait l'un d'eux. « Il n'aurait pas dû s'interposer.
Tout est ma faute. Ted, réponds-moi, ordonna un autre, la voix tendue. Que s'est-il passé? Vera identifia aussitôt les 3 jeunes hommes qui se trouvaient à quelques mètres d'elle. C'étaient Ted Tonks et Alastor Mowgray qui venaient de parler. Quant au jeune homme blessé et inconscient, il s'agissait très probablement d'Adam Claring. « Tu as vu cet assaillant qui en avait après moi ?» murmura Ted. « Celui qui était invisible. »« Oui, » dit Mowgray avec impatience. « Mais j'ai été distrait par d'autres mange-morts. » Je ne pourrais pas le prouver, mais je suis presque certain qu'il s'agissait d'Hector Crabbe. Je crois l'avoir entendu grogner. J'ai été visé par plusieurs sorts. Et quand tu as tourné la tête, Adam s'est interposé. Il en a reçu 2 en pleine poitrine. Il s'est écroulé dans mes bras. Et Hector Crabbe? Les autres l'ont chassé, sanglota Ted. Il s'est enfui. Ted, écoute-moi, dit fermement Alastor Mowgray. Il faut que vous alliez à Sainte-Mangouste. Il faudrait l'emmener en bas, bredouilla Ted. Pour le soigner? Non, c'est trop dangereux, décréta Alastor Mowgray. Le pensionnat va s'écrouler d'un instant à l'autre. Fais ce que je te dis, d'accord? Ted acquiesça en reniflant. Va dans cette direction et tu trouveras d'autres aurores, ordonna Alastor Mowgray. Ils t'aideront à l'emmener là-bas. Il s'en sortira, Ted, je te le promets. Souviens-toi, notre Adam a la peau dure. Oui, tu as raison. D'accord, je vais essayer. Bien, je retourne au combat. Alastor, attends. Tu as vu Eleanor? Il y eut un court silence. Non, admit-il. Je ne sais pas où elle est. Et le pensionnat? Nous allons faire de notre mieux, Ted, mais je ne sais pas si nous pourrons le sauver. Ces sauvages sont enragés. On entendit Ted déglutir avec difficulté. Je reviendrai immédiatement, dit-il d'une voix plus décidée. Je vais confier Adam au guérisseur, et ensuite, je reviendrai. Je refuse qu'ils détruisent cet endroit. Comme tu voudras, conclut Mowgray. Mais, quoi que tu fasses, fais attention à toi. À plus tard, Alastor. Fais attention à toi aussi. L'Aurore était déjà repartie vers la zone de combat. Vera vit Ted prendre Adam Claring sur son dos et l'éloigner du pensionnat, puis disparaître dans l'obscurité. Un peu chamboulée, elle sortit de sa cachette et essaya de chasser de son esprit ce qu'elle venait d'entendre, pour évaluer correctement l'étendue des dégâts et élaborer une stratégie efficace. Il était impératif d'extraire Ramia de là, afin qu'elle survive à cette monstrueuse attaque, et qu'elle ne fasse pas davantage de blessés. « Eh bien, c'est du propre », commenta-t-elle pour elle-même en observant l'ensemble de l'arène qui s'étalait sous ses yeux. Elle essayait de parler avec légèreté, afin d'atténuer l'horreur de ce qui se passait devant elle. Certes, l'imposant bâtiment en pierre blanche était toujours debout. La charpente tenait bon malgré les sortilèges d'explosion que les mange-morts lançaient impitoyablement contre ses murs. Cependant, il ne restait que Dumbledore et une dizaine d'aurores, dont Alastor Mowgray, qui semblait être le plus vaillant d'entre eux, qui se débattaient contre une bonne vingtaine de mange-morts, aux silhouettes encagoulées. Quelques corps étaient étendus sur la pelouse. Vera les regarda avec inquiétude et constata avec un grand soulagement qu'aucun corps d'enfant n'était présent. Dumbledore et Eleanor Wimbley avaient sans doute mis au point une stratégie d'évacuation assez efficace pour que tous les petits pensionnaires s'en sortent sains et saufs. Quelques-uns des énormes crabes qui avaient l'habitude de tondre la pelouse du pensionnat Wimbley parcouraient le terrain d'un bout à l'autre, éparses. Il manquait une patte à l'un d'entre eux, une pince à un deuxième. Ramia, elle, était prise entre les feux des aurores, qui essayaient de la neutraliser, et ceux des mange-morts, qui voulaient la rabattre vers le pensionnat Wimbley afin de causer le plus de dégâts possible. Vera résista à l'envie de se ruer sur eux et essaya de réfléchir calmement. Certains endroits de la clairière étaient déjà entièrement ravagés et donc abandonnés par les mange-morts qui se massaient devant les murs du pensionnat. Si Vera parvenait à attirer Ramia vers un de ces endroits, alors elle pourrait s'envoler sans faire trop de dégâts. Mais il faudrait le faire discrètement, sans être vue ni par les mange-morts, ni par les aurores. En regardant vers les endroits déserts de la clairière, Vera aperçut son fils Edgar s'enfuir en courant, et en fut rassurée.
Il était influençable, certes, mais il n'était pas fou au point de risquer sa vie pour détruire le pensionnat Wimbley. L'instant d'après, un couinement attira son attention vers le bas de sa robe, et elle constata, stupéfaite, qu'Albert s'était agrippé à ses collants rayés et multicolores. « Albert !» gronda-t-elle. Le Raveluc descendit dans l'herbe et pencha sa tête sur le côté, avec un air coquin qui se voulait attendrissant. « Je t'avais dit de rester là-bas !» pesta Vera. Albert accentua son expression penaude. Sous ses pattes, l'herbe givrée avait pris une belle couleur émeraude et s'était mise à pousser à toute vitesse. « Bon, d'accord, » capitula Vera. « Allez, monte sur mon épaule et accroche-toi bien. » Ravi, Albert poussa sur ses pattes, battit des ailes et grimpa sur l'épaule de Vera, sa place favorite. Vera lui lança un regard faussement sévère. Elle devait bien l'admettre, la présence de son petit Raveluc favori la rassurait grandement. « En avant !» dit-elle entre ses dents. Elle marcha à grands pas vers les restes d'une estrade et les escalada pour se placer en hauteur et maximiser ses chances d'être aperçue par la dragonne. Puis, elle siffla de toutes ses forces. La dragonne leva la tête, aux aguets. Mais un sortilège d'aveuglement la frappa à la tête, et elle poussa un rugissement de protestation en balayant la clairière de son souffle enflammé. En désespoir de cause, un aurore lança un sortilège de fumigation, et des volutes de fumée blanche se répandirent partout dans la clairière, plongeant tout le monde dans l'opacité. Vera attendit quelques instants, puis elle leva sa baguette, prête à attirer l'attention de Ramia dès que l'occasion se présenterait de nouveau. Mais alors qu'elle s'apprêtait à en faire jaillir une grosse étincelle violette, une énorme main s'abattit sur son bras. Elle en lâcha sa baguette, qui roula dans les gravats, et se retrouva face à Piscus Crabbe, écumant de rage. De près, elle avait une vue imprenable sur ses 4 rangées de dents, ce qui était loin d'être plaisant. « Espèce de garce !» rugit-il. « C'est moi qui ai eu l'idée d'amener ces dragons ici, et tu ne t'approprieras pas le mérite qui me revient. » Vera était tellement abasourdie qu'elle en resta sans voix. « C'est moi qui recevrai les faveurs du Seigneur des Ténèbres !» poursuivit Piscus Crabbe, fou de rage. « Calme-toi !» dit Vera en essayant de dégager son bras de l'énorme poing de Piscus Crabbe. « Où sont tes 2 fils ?»« Tais-toi ! Abraxas m'a déjà volé toutes mes idées. Tu ne me prendras pas celle-ci !» De sa main libre, Vera essuya son visage couvert de postillons. Le père des 2 jumeaux abattit son autre main sur son épaule et la força à regarder Ramia, dont on distinguait à peine la silhouette à travers les volutes de fumée blanche et cotonneuse qui tourbillonnaient dans la clairière. « Insensible à l'Imperium, hein ? On va voir ça. Je me suis entraîné pendant des jours. Je vais la forcer à détruire le pensionnat. Impero !» Il pointa sa baguette sur l'ombre de la dragonne. « Allez, sale bête, regarde par ici !» Du coin de l'œil, Vera vit Albert sautiller parmi les gravats pour retrouver la baguette de sa maîtresse. « Allez !» Albert poussa une petite exclamation victorieuse en trouvant la baguette de Vera. Aussitôt, il lui lança, et en quelques battements d'ailes, sauta sur la tête de Crabbe pour lui cacher les yeux. « Ah ! Maudit singe !» Vera pointa sa baguette sur Crabbe, et une explosion bleue le fit rouler en bas des restes de l'estrade. Puis Vera descendit de son promontoire et se mit à courir dans une direction hasardeuse. Elle avait perdu tout sens de l'orientation. L'ombre de Ramia se projetait un peu partout, au gré des flammes et des écrans de fumée. Vera avait l'impression qu'elle se trouvait à la fois devant elle, à sa gauche et à sa droite. Des vibrations dans son dos lui indiquèrent que Piscus Crabbe s'était lancé à sa poursuite. Vera réfléchit à toute vitesse. Si Piscus Crabbe parvenait à soumettre Ramia au sortilège de l'Imperium, tout était perdu. Certes, les dragons étaient réputés pour ne pas être sensibles à ce sortilège, mais Ramia était jeune, et le combat l'avait peut-être affaibli, rendant son esprit moins résistant. Dans ce cas, il n'y avait qu'une seule solution pour éviter le désastre. Neutraliser Piscus Crabbe. Résolue, Vera raffermit sa prise sur sa baguette et fit volte-face. « Stupéfixe !» cria-t-elle. « Protego !» riposta Crabbe. Et il attaqua à son tour. « Coup de massue !»
Une longue matraque apparut dans le prolongement de son bras et frappa Vera sur la tempe. « Réducto !» cria Vera sonnée, et la matraque explosa en confetti. Des étincelles bleues, rouges, jaunes, vertes, violettes, oranges faisaient des allers-retours entre les deux duellistes. Sous les pieds de Crabbe, un sortilège lancé par Vera avait rendu le sol extrêmement glissant, le faisant tituber. Mais malgré cela, il parvenait à tenir debout et à lancer des sortilèges contre lesquels Vera avait de plus en plus de mal à se défendre. À travers la brume, on entendait d'autres bruits de luttes endiablées. En plus de combattre Piscus Crabbe, Vera devait donc rester vigilante aux sortilèges qui avaient manqué leur cible et pouvaient jaillir de la brume à n'importe quel moment. Au bout d'un moment, Vera réussit à lui lancer un maléfice cuisant qui fit gonfler la partie gauche de son visage de façon spectaculaire et lui arracha un cri de douleur. Albert en profita pour lui sauter dessus et pour lui mordre le doigt afin de lui faire lâcher sa baguette. Mais Crabbe fit un grand geste du bras et Albert fut projeté contre un rocher, d'où il roula sur le sol, assommé. « Albert !» s'écria Vera. Piscus Crabbe se redressa, le visage enflé, la bave aux lèvres, son œil noir rempli par le reflet des flammes qui dansaient autour de lui. Il pointa sa baguette sur Vera, et elle s'apprêta à lancer le charme du bouclier, mais Piscus Crabbe dévia légèrement sa baguette et visa quelque chose qui se trouvait derrière elle. « Capturica !» Vera se retourna juste à temps pour voir le sortilège frapper une petite rampe en métal qui se trouvait derrière elle, à côté d'un escalier de pierre. La rampe s'anima. L'extrémité spiralée se détendit, s'allongea, s'enroula autour de son poignet et se rétracta à nouveau, forçant Vera à s'agenouiller à côté de la rampe. Elle voulut aussitôt se dégager, mais la rampe de métal était redevenue rigide et lui serrait étroitement le poignet. Elle saisit sa baguette pour s'en défaire et essaya plusieurs manières d'attaquer le métal, mais sans succès. « C'est peine perdue, Vera !» ricana Piscus Crabbe. Vera se retourna vers lui. Il y eut une rafale de vent et la brume se dissipa légèrement. Derrière Crabbe, Vera distingua un mur de pierre blanche et réalisa qu'il se trouvait au pied du pensionnat Wimbley. « Tournicotis !» lança alors Piscus Crabbe. Immédiatement, Vera eut le sentiment que la terre se mettait à tourner comme une toupie. Sous elle, le sol tanguait tellement qu'elle avait l'impression qu'elle pouvait tomber vers le ciel à tout moment et s'agripper de toutes ses forces aux barreaux de métal qui soutenaient la rampe d'escalier qui se trouvait à côté d'elle. Sa baguette lui échappa des mains et elle appuya son front contre le métal froid de la rampe pour ne pas s'évanouir. Elle regrettait amèrement de ne pas avoir été plus attentive en cours de sortilège et de défense contre les forces du mal. Elle s'était toujours entièrement consacrée aux soins aux créatures magiques en négligeant le reste, et elle était sur le point d'en payer le prix. « Lève la tête, Vera !» lui ordonna la voix retentissante de Piscus Crabbe. « Je ne voudrais pas que tu rates la suite du spectacle. » À contre-cœur, et tout en continuant de se cramponner à la rampe, Vera risqua un regard vers Piscus Crabbe. Celui-ci pointait sa baguette vers Ramia, qui ne regardait pas dans leur direction. « Regarde, Vera ! Allez, sale bête, maintenant tu vas m'obéir. Impero !» Vera avait du mal à regarder la dragonne violette. D'abord parce que tout ce qui l'entourait semblait danser la ronde autour d'elle et que cela lui donnait la nausée. Mais aussi parce qu'elle était terrifiée en pensant à ce qui allait se passer. Elle distingua vaguement la silhouette de Ramia changer de comportement. La dragonne commença par s'ébrouer, comme pour se débarrasser d'un insecte parasite qui aurait élu domicile entre ses écailles. Puis elle poussa un rugissement de colère et se mit à chercher autour d'elle l'origine de ses désagréments. « Elle ne se laisse pas faire !» pesta Crabbe en agitant sa baguette comme pour entourer Ramia de liens invisibles. Et puis, Ramia les vit. Ses grands yeux violets s'arrêtèrent d'abord sur Vera, qui était misérablement recroquevillée contre la rampe en métal, puis sur Crabbe, qui pointait sa baguette sur elle. « Ah, voilà, elle a compris à qui elle avait affaire. Impero ! Allez, incline-toi devant moi !» Ramia tressaillit. Horrifiée, Vera la vit cligner des yeux une fois, 2 fois,
puis courbait légèrement l'échine. Piscus Crabbe poussa un rugissement de triomphe. « Enfin! Approche maintenant, et montre-nous ce dont tu es capable. »